Au début de notre histoire, nous pouvons voir la ville briller dans tous ses coins, et au milieu de toute cette mondanité, il y avait un homme assis dans une ruelle sombre. Il avait très mal à la tête, et ses manches étaient ensanglantées. Il avait un couteau dans la main, mais il ne se souvenait pas d'où il l'avait pris. Ce couteau était également ensanglanté, ce qui donnait une explication assez étrange à la situation. Lorsqu'il est revenu à lui, il a décidé de se lever. Il s'agissait d'une fille étendue sur le sol, couverte de sang, apparemment morte. Elle avait les cheveux bleus et des vêtements amples, et on pouvait deviner à sa peau qu'elle ne venait pas d'être assassinée. Mais il n'a pas réalisé qu'elle était morte au début, et ne l'a su que lorsqu'il a touché son pouls. À ce moment-là, des souvenirs de quelqu'un ayant tué cette fille lui reviennent en mémoire, et elle a été tuée avec un couteau semblable à celui qu'il tient en ce moment. L'homme commençait à se rendre compte de quelque chose. Il a donc regardé ce couteau. Il n'arrivait pas à croire que cette scène lui était arrivée et qu'il avait tué un homme. Il ne pensait qu'à s'enfuir. Mais il essayait de se convaincre qu'il s'agissait d'un piège, que le criminel était quelque part à proximité et qu'il l'avait seulement vu. Il a pensé qu'il devait se souvenir du moment où la police est arrivée et qu'il devait dire quelque chose. Il a alors commencé à se rappeler qu'il s'appelait Cho Ha-jin, qu'il avait 17 ans et qu'il était élève au lycée de Yukyong. Bien qu'il se souvienne de tout cela, il ne se souvient pas de ce qu'il a fait avant d'entrer dans cette allée, et il ne se souvenait de rien. Jin ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait avant de se réveiller. La voix dans sa tête ne cessait de lui dire de partir, et cela lui minait le moral, d'autant plus qu'il avait perdu la mémoire dans une telle situation. Jin a eu peur et a commencé à regarder autour de lui. Il a donc soigneusement roulé le couteau dans son sweatshirt, puis s'est excusé auprès du cadavre et a déclaré que lorsqu'il s'en souviendrait, il irait directement à la police. Puis il s'est immédiatement mis à courir aussi vite et aussi loin qu'il le pouvait, tandis qu'un homme au manteau noir se tenait sur le toit. Il était au téléphone, il surveillait toute la ville et il a dit à quelqu'un qu'il avait terminé son affaire, puis a rapidement sauté du toit comme si rien ne s'était passé. Mais cela ne l'a pas blessé, et cela signifie simplement qu'il n'est pas une personne normale. Un homme a remarqué sa façon d'atterrir, et, très intéressé, il a décidé de le suivre. Jin n'avait pas de téléphone, et ne l'avait pas non plus à l'endroit où il s'était réveillé. Il a donc supposé qu'il se trouvait dans un sac qu'il ne pouvait pas examiner. Mais, logiquement, la fille n'aurait pas pu le signaler à la police et le remettre ensuite dans le sac. Il s'est rendu compte que la seule chose à faire était de garder son sang-froid, car il s'avère que ni lui ni la fille ne l'ont dénoncé à la police et a supposé qu'il y ait eu un autre témoin que lui qui aurait pu le dénoncer à la police. Mais il a commencé à se rendre compte que l'auteur ne pouvait pas être l'auteur. Et il s'est avéré que l'auteur voulait lui faire porter le chapeau. Compte tenu de tous ces faits, Jin s'est demandé s'il avait fait ce qu'il fallait. 2 hommes passaient à côté de lui et discutaient de la difficulté de leur travail en tant qu'inspecteur. Ils ont commencé à parler du 3e incident dans la ville, ce qui a intéressé Jin. En tournant la tête, il vit le verre dans lequel se trouvait son reflet et se rendit compte qu'il avait beaucoup évolué par rapport à ses souvenirs. Il s'est mis en colère, incrédule que tant d'années aient disparu de sa mémoire, et a commencé à frapper la vitre, qu'il a accidentellement brisée d'un seul coup. Bien sûr, les hommes qui patrouillent dans cette ville l'ont immédiatement remarqué, mais ils ne purent se le suivre, et l'un d'eux demanda à l'autre s'il avait vu son visage. Mais aucun d'entre eux ne l'a vu, mais il a fallu informer les autres patrouilleurs pour qu'ils examinent la zone de plus près et pour qu'ils informent le poste de police. 6 policiers pensaient vraiment qu'il avait fait exprès de lui tourner le dos pour qu'il ne puisse pas voir son visage. Mais l'un d'eux n'a pas compris pourquoi Jin avait brisé la fenêtre, tandis que l'autre l'a justifié en disant qu'il voulait juste les embêter. Jin courait dans la rue à ce moment-là et se cachait en pensant à l'endroit où il pourrait changer de vêtements. En regardant dans toutes les directions, il a trouvé un endroit pour se cacher et attendre la fin de la journée.
Il courait sous les fenêtres et les habitants de la maison entendaient le bruit. Jean s'est approché, mais il ne pouvait rien voir à cause de la poussière. Il a donc pensé qu'il s'agissait d'une maison vide et que la fenêtre était ouverte. Alors, il a grimpé à travers, mais en tombant dans cette pièce, il a vu une fille à moitié nue et confuse, demandant qui était Jean. À ce moment-là, sur les lieux de l'enquête, on a demandé à un homme sérieux s'il pouvait faire entrer des personnes qui se tenaient à l'extérieur et qui prétendaient appartenir au bureau de la sécurité intérieure. Ils enquêtaient sur le même CS que le cadavre de la femme où Jean s'est réveillée avec un couteau dans les mains. Ces mêmes personnes criaient qu'elles étaient membres de la 13 et branche spéciale du Bureau de la Sécurité nationale et qu'elles allaient contribuer à l'enquête. Mais l'homme se doutait de quelque chose, car il n'y a que 12 départements dans le Bureau de la Sécurité, ce qui signifie que ces personnes venaient du département spécial. Il a donc pris la décision de permettre à ces personnes de passer et d'aider l'enquête. Ils se sont présentés comme des agents du bureau, l'homme s'appelant Chen Hu et la fille Bei Lu. Il s'est avéré qu'il n'allait pas se précipiter sur l'affaire et qu'il voulait d'abord obtenir plus d'informations à son sujet. L'officier a commencé à raconter que la victime était Zhang Xiaoyan, âgée de 46 ans, et que les résultats de l'autopsie ont montré que l'artère cardiaque avait été touchée par un objet tranchant et qu'elle était morte d'une perte de sang excessive. Mais les vêtements étaient normaux, ce qui a permis d'exclure la possibilité d'une agression sexuelle ou d'un volume. Mais les agents n'ont trouvé aucune piste. Une petite fille du bureau secret s'est approchée d'une fille et a trouvé qu'elle n'avait pas l'air d'avoir 46 ans. L'officier n'a pas apprécié qu'elle ait touché le cadavre avant de prendre le relais, car elle laissait des empreintes. L'homme a commencé à dire que la police avait encore beaucoup d'enquêtes à mener et il a demandé à l'agent d'émettre des hypothèses sur l'affaire. Il a déclaré que cette fille était une correspondante indépendante respectée, dont le but était de dénoncer les maux sociaux, et que ces personnes avaient beaucoup d'ennemis. Il pense donc qu'elle a été engagée pour la tuer. Mais l'officier a néanmoins jugé important de noter que les mains de Zhang étaient intactes, qu'elle ne s'est pas débattue, mais qu'elle a été tuée à bout portant, ce qui signifie que la victime connaissait bien le tueur. Après avoir exposé son point de vue, la jeune fille lui a demandé de quitter les lieux pendant un certain temps et lui communiquera les résultats de l'enquête. L'homme lui a dit la même chose et l'a escorté hors de la ruelle. Après s'être assuré que le policier était parti, l'homme a commencé à dire à la jeune fille de ne pas lui parler ainsi parce qu'elle pourrait encore avoir besoin de lui pour obtenir des informations. Mais la jeune fille ne se soucie pas de tout cela. Et la seule chose qu'elle se demande, c'est s'il y a encore des gens dans le quartier. Lorsqu'ils en furent convaincus, la jeune fille commença immédiatement à faire des tours surnaturels qui semblaient tout simplement incroyables. C'est un papillon violet vif qu'elle a fait voler au-dessus du cadavre de la jeune fille. L'homme a remarqué qu'une sorte de corrosion magique était plus grave que dans les 2 premiers CA de meurtre et que le niveau d'éveil du tueur augmentait. Ils ont estimé qu'il y avait une très forte probabilité qu'il ait atteint un niveau vicieux. L'homme n'apprécie pas la façon dont elle envisage de traiter l'affaire. Il s'incline donc et propose d'aller chercher du soutien au siège. L'officier fumait, et l'autre homme voulait savoir s'ils étaient des agents du bureau, parce qu'ils n'avaient même pas d'armes sur eux. Mais comme l'a confirmé l'officier, ils n'ont eu aucun problème avec la carte d'identité et ont expliqué que le 13e département est un département spécial qui n'est pas officiellement assemblé, donc différent d'eux, et qu'il y a des rumeurs selon lesquelles ils ont des super pouvoirs et appartiennent au ministère de la Défense. À ces mots, l'homme a compris que ce cas était particulier, mais l'officier a pensé qu'à moins de connaître les critères d'évaluation, les devinettes ne seraient d'aucune aide. À son avis, tous ces accidents sont très dangereux, et il ne connaît que quelques CA de ce genre, qu'un homme ordinaire ne serait pas en mesure de résoudre. C'est pourquoi il leur a donné le SCA avec tant de légèreté. Nous passons maintenant à Jean, qui tient la jeune fille dans ses bras et lui demande de ne pas crier.
expliquant qu'il n'est pas méchant, mais qu'il pensait simplement qu'il n'y avait personne à l'intérieur et qu'il n'avait pas fait exprès d'entrer par effraction. Il a réaffirmé qu'il n'était pas un voleur et a demandé à pouvoir s'expliquer. Après cela, Jean décide de la laisser partir. Même si cela risque de lui coûter cher, la jeune fille allume immédiatement la lumière et demande à Jean qui il estimate, mais le fait qu'elle soit à moitié nue a vraiment gêné Jean. Et quand il l'a dit, elle a été gênée aussi. Peu de temps après, elle a remis ses vêtements normaux et a redemandé à Jean qui il était et ce qu'il allait lui faire. Alors qu'elle la menace, balai à la main, Jean commence à la supplier d'écouter son histoire difficile. Il affirma qu'il ne dirait que la vérité. Et, en regardant la jeune fille, il remarqua qu'elle était effectivement belle. Au bout d'un moment, elle a écouté l'histoire dans son intégralité et a essayé de reconstituer la chronologie des événements dans sa tête. Et elle a pensé qu'il valait mieux l'expliquer à la police. Et elle a aussi remarqué que beaucoup de gens disent que ce genre d'amnésie disparaît rapidement. Mais Jean explique qu'il n'y a que lui et le cadavre sur les lieux, et que s'il dit qu'il a perdu la mémoire, la police ne le croira probablement pas. Elle l'a traité de lâche, mais elle ne savait pas qu'à ce moment-là, Jean tenait même une arme de crime. Au cours du dialogue, il décida de se présenter, et la jeune fille se présenta sous le nom de Mei Mei. Et en regardant son regard, elle pensa qu'il regardait ses seins. Mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas, car il regardait en fait le signe sur sa poitrine. Il a reconnu cet emblème, ce qui signifie qu'il s'agit de l'école de Liu Jing. Mei Mei était surprise qu'il connaisse cette école, mais en le regardant, elle ne pouvait pas dire qu'il était un étudiant de l'école, donc elle pensait qu'il avait été diplômé de l'institut. Il a dit qu'il se souvenait juste d'avoir été en 2e année, mais qu'il ne se souvenait plus de ses camarades de classe, de ses professeurs ou de sa famille. Après avoir entendu l'histoire, elle a suggéré que nous allions à l'école ensemble pour voir s'il se souvenait de quelque chose. Jane a été ravie de cette offre et lui a demandé une dernière faveur, celle de lui donner une couverture pour qu'il n'ait pas trop froid en dormant sur le sol, et lui demanda également ce qu'il avait à manger, car il était littéralement affamé. Mais tout ce bavardage mettait Mei Mei très en colère. Comme il commençait à lui faire penser à un méchant, elle lui a donné des nouilles instantanées et l'a mis dans le placard au cas où. Elle a fait un nœud à la porte et a dit à haute voix qu'elle ne laisserait jamais un inconnu dormir par terre avec elle dans la même pièce. Elle se demandait aussi, dans un demi-sommeil, si elle était en sécurité maintenant, bien qu'elle ne le considère pas comme un mauvais homme. Le matin venu, la jeune fille se réveille et entend immédiatement un bruit provenant de l'armoire qui lui demande si elle est réveillée. Jean lui a demandé de le laisser sortir. Et à ce moment-là, elle a compris que tout ce qui s'était passé cette nuit-là n'était pas un rêve. Il lui a donné un paquet de nouilles et lorsqu'il s'est levé, il a eu très mal au dos. Elle en a bien ri et Jean a dit qu'il voulait d'abord se laver puis aller à l'école. Mei Mei lui a indiqué où se trouvaient les toilettes et où il pouvait se procurer une serviette et lui a demandé de ne pas utiliser les serviettes accrochées au mur. Au bout d'un certain temps, ils étaient tous deux prêts à déménager. À ce moment-là, elle a remarqué que ses vêtements lui avaient été offerts par son oncle lorsqu'elle vivait ici, et elle ne se doutait pas qu'ils seraient un jour utiles. Elle décide d'ajouter qu'elle partira en premier, et que Jean sortira un peu plus tard, afin qu'ils gardent leur distance l'un par rapport à l'autre, parce que Mei Mei pensait que les autres ne devaient pas se rendre compte qu'ils le connaissaient, et il est surpris de voir à quel point il est resté calme alors qu'il aurait dû être en colère, tout comme il l'a été lorsqu'il a trouvé le cadavre. Jean se rend compte que s'il retrouve la mémoire et qu'il s'avère qu'il est vraiment le tueur, Mei Mei sera en grand danger. Il s'est rendu compte que s'il ne se souvenait pas aujourd'hui du lien qui l'unissait au meurtre, il n'avait qu'à aller voir la police, qui lui dirait au moins qui il était et ne blesserait personne d'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu le bruit d'une personne qui harcelait Mei Mei. 2 hommes la poussaient dans une voiture et Jean a pris cela pour un enlèvement. Il s'est mis à courir comme un fou dans les escaliers et, arrivé à la porte, il a essayé de l'ouvrir.
mais la porte était fermée à clé, ce qui a mis Jean très en colère, et une étrange aura a commencé à émaner de lui. Il y avait une flamme dans ses yeux et un désir d'ouvrir cette porte. Alors il a commencé à faire plus d'efforts. Il a commencé à ouvrir les portes si fort que la poignée s'est littéralement cassée, et en redoublant d'efforts, il a brisé toute la porte, ce qui était tout simplement impossible pour un homme. Sa main est devenue rouge, mais il était trop tôt pour s'arrêter, car la voiture s'éloignait déjà. Il a poursuivi la voiture, mais n'a pas pu la rattraper. Il a donc décidé d'utiliser la force qui venait d'enfoncer la porte. Un feu commença à apparaître dans ses yeux, qui ressemblait à une énergie inhabituelle. Lorsque vous posez votre main sur la roue, celle-ci commence à se déformer dans l'espace sous l'effet de cette force. Il y a eu une explosion sous la voiture et elle a fait quelques mètres en l'air, ce qui l'a littéralement fait basculer et tomber avec les roues à l'envers. Mei Mei est tombée de la voiture et Jean n'a pas hésité longtemps à lui attraper le bras et à courir. Les hommes sont également sortis de la voiture et ont dit qu'ils devaient attraper Mei Mei. L'un de ces hommes avait une arme cachée sous ses vêtements. Jane l'a remarqué et s'est rendu compte qu'il ne fallait pas se moquer d'eux. Et il a donc compris qu'ils ne pouvaient pas prendre la route principale. Lorsqu'ils tournèrent dans la ruelle, Mei Mei commença à se demander pourquoi ils ne pouvaient pas aller par là. Mais à un moment donné, ils se sont arrêtés. Et Mei n'a pas compris pourquoi il essayait de bloquer tous les passages. Des cris ont été entendus à l'extérieur. CS gens ont réalisé qu'ils étaient dans la ruelle. Alors Jean a demandé à Mei Mei de se cacher et d'attendre. Elle n'a pas compris son intention. Ces gens étaient des adultes et eux n'étaient que des écoliers. Mais Jean l'a rapidement fait taire et lui a ordonné de ne pas faire de bruit. Ils sont arrivés à cette porte et n'ont pas pu l'ouvrir, mais cela ne les a pas arrêtés. Mais ce que les hommes ne réalisent pas, c'est que sous la table qui soutient la porte se trouve Jean, qui se prépare à attaquer. Lorsque l'autre a commencé à escalader la clôture et à prétendre que Mei Mei et Jean n'avaient pas pu aller bien loin, il a été brusquement attrapé par Jean, qui attendait secrètement. L'autre homme l'a remarqué, mais alors que Jean l'avait déjà fait tomber par terre. Mais l'homme n'a pas hésité et a immédiatement sorti son arme, la pointant directement sur Jean, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Jean était à sa gauche. À une vitesse incroyable, il s'est approché du bandit et lui a attrapé le bras très fort. Il y avait à nouveau un éclair particulier dans ses yeux, qui le rendait terrifiant. Et sans réfléchir, je l'ai frappé de toutes mes forces au menton. Un coup qui aurait dû faire beaucoup de dégâts à l'homme. En fin de compte, la situation a été résolue simplement par le fait que Jean a pu assommer les deux bandits. Mei Mei a été choquée par tout cela, ce qui l'a empêché de prononcer un seul mot. À ce moment-là, Jean s'est tourné vers elle et l'a appelée par son nom, d'une voix calme et intimidante. A ensuite affirmé qu'il pouvait sentir quelqu'un d'autre en lui, comme si ce n'était pas du tout lui. Mei Mei était curieuse de savoir dans quel état se trouvaient ces personnes. Mais Jean affirma qu'elle s'était seulement évanouie, mais il ne faut pas tarder, car en plus de ces deux-là, il peut y avoir un conducteur dans la voiture qui ne s'est pas réveillé tout de suite. La jeune fille a immédiatement commencé à se demander pourquoi ils essayaient de la kidnapper. Mais Jean lui-même ne savait rien et n'avait jamais rencontré ces gens auparavant. Mais le fait qu'ils aient essayé de la kidnapper dès qu'elle a commencé à fréquenter Jean l'a rendu méfiant. Mais il ne pouvait pas le dire, car qui sait si elle lui fait confiance. Et à ce moment-là, elle lui a dit directement qu'elle lui faisait confiance et qu'elle lui était reconnaissante de l'avoir sauvée lorsque les bandits l'avaient attrapée. Bien que Mei Mei ne sache pas ce qui s'est passé, elle sait qu'il l'a sauvée. Et sa bonne âme ne peut s'empêcher de pardonner à Jean, qui semble être un homme bon. Il est à son tour surpris et embarrassé d'être traité d'homme bon, et ne comprend pas comment une telle situation peut être liée à la générosité de Mei Mei. Après avoir réfléchi un peu, Mei s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas aller à l'école, et elle a donc commencé à réfléchir à ce qu'il pourrait faire maintenant. Puis, il a commencé à jurer qu'il n'avait pas vu le corps de Mei Mei ce jour-là. Cela dit, il décide de dire
ce qu'il pense de la situation. Au moins qu'elle a été attrapée par 2 hommes qui ne veulent pas négocier avec Jin. Ce qui veut dire qu'ils sont venus pour l'attraper précisément. Comme il y avait quelque chose d'étrange, mais qu'il n'arrivait pas à le découvrir lui-même, Jin a décidé d'alerter la police. Mais Mei pense que c'est une mauvaise idée, car elle pense que Jin est membre d'une organisation. Mais Jin dit que dans ce cas, ils ne l'auraient pas emmené de force. Ils auraient simplement appelé la police. Donc son opinion est que ces agents sont des professionnels rapides qui ont déjà fait cela auparavant. Mais elle pensait toujours que Jin était une sorte de pro pour avoir battu 2 adultes aussi facilement. En y réfléchissant, elle se souvient aussi de la situation de la porte en fer, que Jin avait réussi à briser d'une seule main, mais il ne comprenait rien non plus et se rendait compte qu'il n'était pas un écolier ordinaire. Mei Mei a décidé de poser une question inhabituelle sur ce que ferait Jin si elle appelait la police. Il a dit qu'il trouverait un endroit où se cacher, même s'il est conscient que ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air, car même s'ils le disent à la police, ils ne leur diront probablement pas la vérité. Il a donc décidé de lui demander de l'argent pour que la police soit plus encline à dire la vérité. Mais elle n'allait pas lui donner l'argent. Mais Jin a accepté cette réponse parce qu'elle était logique compte tenu de l'ancienneté de leur relation. Mais ce n'était pas si grave. Mei Mei était prête à le nourrir s'il était près d'elle. Jin a été surpris qu'elle le laisse l'accompagner. Il s'est rendu compte que cela pouvait être dangereux. Il a donc pensé qu'elle avait l'intention de tout rapporter à la police. Mais Mei Mei pense que Jin serait un bon gardien et qu'elle pourrait être un témoin. Car si le tueur commet un autre meurtre pendant qu'ils sont ensemble, cela signifiera que Jin est innocent. Et même si les risques étaient encore élevés, Mei Mei a cru que son intuition lui disait la vérité. Jin ne comprend toujours pas d'où viennent de telles pensées. Après tout, ce n'est qu'une supposition. En sortant, Jin se souvient de ce qu'elle a dit et affirme qu'il n'est pas un chien à nourrir. Mais aux yeux de Mei Mei, ce n'était encore rien de plus que cela. Nous passons alors à un autre homme qui marchait quelque part, mais qui, à un moment donné, s'est arrêté et a commencé à attaquer. Lui aussi avait un pouvoir inhabituel qui ressemblait à celui de Jin et qui provenait également de la direction de ses mains. Il l'a fait parce qu'il s'est senti suivi et que ses attentes ont été satisfaites. Un homme est sorti de derrière un arbre et a commencé à enlever le masque qu'il portait. Il s'est avéré que c'était une fille qui a déclaré qu'il était impoli d'attaquer une fille si soudainement, parce qu'il a arraché tous ses vêtements, laissant la jeune fille à moitié nue dans la rue. Mais l'homme était surtout intéressé par l'identité de la jeune fille et la raison pour laquelle elle le suivait. La jeune fille a qualifié le jeune homme de mauvais garçon, arguant qu'il l'avait amenée dans un endroit si sombre. Elle s'est dite sa sœur. Mais l'homme a prétendu que sa sœur n'était pas si âgée. Puis il s'est rendu compte qu'elle n'allait pas répondre. Alors il a commencé à s'éloigner et l'a appelée tante. À ce moment-là, comme l'enfant s'y attendait, elle n'a pas aimé la façon dont il la traitait et elle l'a attaqué. Cela l'a mis en colère parce qu'il déteste les femmes qui mettent leur nez dans les affaires. Plus encore, il détestait les filles âgées. Alors il a commencé à créer sa propre technique, incroyablement puissante. L'énergie volait autour de lui, formant une sorte de boule, ce qui était très spectaculaire. Et en quelques instants, toutes ces charges d'énergie se sont précipitées vers la jeune fille à une vitesse incroyable. La jeune fille a ri de ce comportement, ce qui signifie qu'elle a confiance en ses capacités. Elle a commencé à esquiver littéralement tous les projectiles d'énergie, comme une ballerine flottant dans les airs. De grands clous d'acier sortent de ses mains et ressemblent à de véritables armes. Le gars a remarqué la vitesse incroyable de la jeune femme, ce qui lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas se détendre. Il a donc attaqué encore plus fort et encore plus vite qu'avant. Il pensait pouvoir battre la fille, alors il s'est approché, et à ce moment-là, le gars a perdu sa garde, la fille l'a remarqué et l'a attaqué. Sa lame était littéralement à quelques millimètres de son œil, un peu plus, et il l'aurait perdu. Il s'est avéré que la fille n'avait pas l'intention de s'arrêter. C'est le gars qui l'a arrêtée, réussissant à peine à se défendre. La jeune fille n'était pas ravie que son œil soit toujours là.
Mais le fait qu'il ait repoussé son attaque l'a intéressé. Le gars a de nouveau attaqué directement avec l'énergie de ce bouclier, brisant ainsi quelques griffes de la fille. Elle a prétendu qu'il pouvait les garder en souvenir. Puis, en un rien de temps, en a fait pousser d'autres comme si rien ne s'était passé, et un nouvel affrontement entre ces deux surhommes est sur le point de commencer. Il était évident que l'homme avait du mal à parer et à esquiver ses coups, mais il ne pouvait pas s'enfuir maintenant. Mais il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas continuer longtemps. Mais la jeune fille n'a pas l'intention de s'arrêter, et elle attaque sans attendre. Le bouclier qu'il avait mis en place, la jeune fille l'a transpercé d'un seul coup. Il s'est passé quelque chose d'inattendu, sa défense a été percée, et il a volé dans les airs. L'homme a volé sur quelques mètres avant de s'écrouler sur le sol, subissant des dégâts considérables. Ce coup ressemblait à un fouet, mais c'était impossible, car elle n'avait que des griffes dans les mains. La jeune fille remarqua qu'il prenait des coups et décida que c'était le meilleur moment pour mettre fin au combat. Il ne s'est pas rendu compte de l'identité de la fille, car elle l'a attaqué avec une sorte de queue, et la fille s'est étonnée qu'il puisse la voir. Mais en un instant, la jeune fille a sauté de l'endroit où elle se trouvait, et il y a eu une violente explosion à cet endroit. Cette explosion a été déclenchée par un homme qui serait venu en aide à l'homme aux cheveux bleus. Maintenant, ils sont deux, et ils ont plus de chances de gagner contre une fille aussi forte. La jeune fille ne se réjouissait pas de son nouvel adversaire, car c'était un assassin. Et maintenant, elle allait avoir une nouvelle victime qui ne serait pas payée. Mais 2 contre 1, c'est trop. Et la jeune fille s'en est vite rendue compte. Elle a donc décidé de fuir le champ de bataille. L'homme aux cheveux bleus voulut se lancer à sa poursuite, mais sa sœur l'en empêcha, lui assurant qu'il retrouverait la femme. Ils ont ensuite commencé à discuter des tâches et des 47 membres de leur organisation. Les choses allaient mal pour eux deux, car l'homme dont ils parlaient avait disparu du radar, ou plutôt du mouchard qui lui était attaché, de sorte que le gars a supposé que la femme était impliquée. Mais sa sœur a affirmé que cela n'avait rien à voir avec cette femme et s'est mise à la recherche d'une image obtenue à partir d'un magnétoscope proche, après une mission ratée dans la matinée. 47 s'est avéré être le même djinn, et il discutait du fait qu'il avait aidé Mei Mei à s'échapper. L'homme s'est senti coupable et a dit qu'il irait à cet endroit immédiatement. Après avoir dit cela, la fille a donné un coup de poing à l'homme aux cheveux bleus en plein visage, et ont commencé à dire que ce n'était pas leur territoire, et qu'ils n'avaient rien à voir avec ces personnes, et qu'ils ne les chercheraient donc plus. La seule chose qui restait à faire était de retrouver Jean, et sa sœur a décidé de retourner à la base et de gagner du temps pour que Jean revienne avant que leur directeur ne la prenne. Le corps de Jean était expérimental et très important pour leur organisation. Mei Mei et Jean marchèrent dans la rue à ce moment-là et cherchaient l'amie de Mei Mei, dont elle parlait tant bien, affirmant que cette amie était belle, raison pour laquelle elle demandait à Jean de ne rien vouloir faire de mal. Cependant, Jean ne savait pas si elle pouvait chercher son amie dans les circonstances actuelles, car après tout, elle pourrait aussi être mêlée à tout cela. Mais comme la fille l'a dit, tout ira bien, car son compagnon n'est pas une personne ordinaire. Le gars ne savait pas comment prendre le fait que la personne était inhabituelle, alors il a supposé que son ami avait aussi des super pouvoirs. Mais Mei Mei ne comprend pas ce qu'il veut dire, et Jean se rend compte qu'elle n'a pas vu ce qui se passe. Il décide donc de camoufler la situation en soulignant que Mei Mei elle-même a dit qu'elle n'était pas une personne ordinaire. Mais comme elle l'a affirmé, son ami était une personne très forte. Mei remarque soudain que Jean est distrait, regardant autour de lui comme un fou. Il avait l'impression d'être déjà là où ils allaient en ce moment. Jean affirmait que sa maison se trouvait quelque part par ici, pas très loin. Mais la jeune fille ne faisait pas vraiment confiance à sa mémoire, ne comprenant pas d'où pouvaient provenir de telles coïncidences, parce que c'était juste à côté de sa maison, et elle a pensé qu'il l'avait simplement confondu parce qu'il y avait beaucoup de quartiers comme ça. Mais Jean a dit que ce n'était pas une coïncidence. Il a affirmé que, malgré sa perte de mémoire, il l'avait ressenti inconsciemment
et qu'il n'avait peut-être pas fui la police la nuit dernière sous l'effet de la panique. Mais on a déduit qu'il était entré délibérément chez elle, mais il a dissipé ses pensées en disant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, mais qu'il était simplement entré dans un endroit familier à ce moment-là. Pour toutes ces raisons, il décida qu'il devrait d'abord regarder autour d'eux, et peut-être qu'avec l'aide de ses sens et de sa mémoire, il pourrait trouver l'endroit où il avait vécu auparavant. Après avoir fait le tour pendant un certain temps, il est arrivé à la vieille maison en ruine qui a le plus attiré son attention. Mei Mei ne savait pas de quoi il parlait et il n'a rien répondu. Jin était resté stupéfait, affirmant qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Après un court moment, ils sont entrés dans cette maison et ont regardé à l'intérieur. Tout dans ce lieu dit qu'il y a eu un incendie qui n'a rien laissé derrière lui. Mais Jin resta silencieux et son attention se concentra à ce moment-là sur quelque chose. Il y avait une plaque au sol avec son nom et il a compris qu'il avait trouvé le bon endroit. Mei Mei a également réalisé que son instinct ne l'avait pas trompé. Et maintenant qu'ils avaient l'adresse, ils pouvaient se rendre au poste de police le plus proche pour découvrir ce qui s'était passé ici. Elle s'est rendue compte qu'elle était trop inquiète et elle l'a dit sans réfléchir, parce qu'on ne peut pas savoir ce que Jin ressent en ce moment. Il s'est rendu compte que c'était là qu'il était liquide auparavant. Mais cela ne l'inspirait ni ne le décevait. Il s'ennuyait simplement, comme après avoir assemblé un Rubik's Cube. Lorsque vous avez résolu toutes les énigmes et qu'il n'y a plus rien à faire, à ce moment-là, une voix s'est fait entendre de l'extérieur, affirmant que c'était parce que sa colère et son chagrin avaient été enlevés. C'est ce même homme qui a dit qu'il était passé par hasard pour jeter un coup d'œil, sans s'attendre à ce que Jin ait encore ses anciens souvenirs, au point qu'il avait même trouvé la maison dans laquelle il vivait. Le type a appelé Jin 47 et a prétendu qu'il était temps d'y retourner, parce que leur directeur était curieux des changements survenus dans le corps de Jin. Mais en réalité, le type voulait juste prouver qu'il n'avait pas perdu Jin parce qu'il s'était relâché au travail. Mais Jin lui-même n'aimait pas qu'on le traite d'arme. L'homme fut surpris, car Jin avait perdu non seulement sa mémoire, mais aussi son caractère. Mais comme il l'avait dit, tous les événements qui s'étaient produits ne pouvaient pas disparaître comme un mauvais rêve. Jin se tourne vers Mei Mei et lui ordonne d'accompagner son ami à la police sur le champ. Il lui a demandé d'établir les circonstances et elle a réalisé qu'il a été calomnié et qu'il a donc besoin d'aide. Mei Mei lui a alors dit de faire attention et a couru pour appeler à l'aide. Après avoir regardé ce type, Jin a pensé qu'il se trompait et que quelqu'un d'autre voulait kidnapper Mei Mei. Le type dit en riant qu'il s'agit de la même fille qu'il a sauvée d'une certaine chasse et prétend qu'il ne sait pas comment Jin est lié à elle, mais affirme que si Jin revient docilement avec lui, il ne le poursuivra pas. Après avoir dit cela, Jin était sûr qu'ils étaient tous dans le coup, et il était donc encore plus impatient de découvrir leur identité. La première chose que Jin voulait savoir, c'était où se trouvaient ses parents et sa famille. Mais le type n'allait pas répondre, se contentant de réfléchir à la meilleure façon de briser tous les os du corps de Jin. Cela l'a mis en colère, et il s'est empressé de demander ce qu'ils avaient fait de son corps. Mais de tels coups ne semblaient pas si forts pour le garçon, et il n'a pas pris Jin comme un ennemi sérieux. Parfois, lorsqu'il attaquait, l'homme se contentait d'esquiver ou de mettre en place un bouclier d'énergie. Mais il y a encore quelque chose qu'il peut faire à ce type, parce qu'il a aussi des pouvoirs mystérieux. Et quand Jin a frappé le gars, il a attrapé son bras et a commencé à faire un mouvement spécial. Il n'eut d'autre choix que de reculer, car sa main était imprégnée de cette énergie qui la rendait glacée. Le type se demandait si Jin avait changé d'avis, car s'il ne l'accompagnait pas, il se transformerait en glace. Bien sûr, il n'allait pas obéir. Alors il a essayé d'attaquer à nouveau, ce qui a semblé être une perte d'énergie pour le gars. Mais il n'avait pas réalisé que cette grève serait différente de toutes les précédentes. Jin a porté sa main à son visage et s'est préparé à utiliser son super pouvoir pour briser ses défenses et faire des dégâts. Sa main s'est mise à serrer de plus en plus fort, formant une matière comprimée de
Finalement, il y a eu une explosion qui a brisé la défense de glace de l'homme, à sa grande surprise. Puis, il l'a attaqué avec son poing en plein sur la tête, avec la même force que celle qu'il avait utilisée pour assommer les autres. Ce coup l'a fait voler, et Jin s'est dressé comme un vainqueur qui était maintenant sur ses pieds. Mais l'homme était toujours conscient, bien que gravement blessé et choqué par la violence du coup reçu. Mais il était conscient de cette possibilité, même s'il ne pensait pas que Jin éveillerait ce pouvoir si rapidement. Jin a appris que CS capacité s'appelle l'éveil, et il était sérieux. Et maintenant il dictait ses conditions à ce type. Mais cela ne fit que faire rire l'homme, qui resta un moment confus, ne sachant que dire, parce qu'il n'arrivait pas à croire que le garçon éveillé avait le culot d'être aussi arrogant. Quelques instants plus tard, une violente bagarre a éclaté, qui a brisé ce bâtiment dans les premières secondes. Jin était couvert de sang, mais continuait d'attaquer le type qui ne pouvait contrôler que la glace. Mais cela ne l'affaiblit pas. Il continue d'attaquer avec une puissance incroyable, et à chaque fois, ses attaques deviennent plus intenses. Le type a demandé à Jin s'il regrettait sa décision, parce que Jin était couvert de sang, et que ce type était complètement intact. C'est alors que la même fille qui enquêtait sur le groupe de travail du bureau a repéré CS explosion. Il allait de plus en plus mal, et Jin tombait presque à la renverse, espérant qu'il puisse survivre d'une manière ou d'une autre. Le garçon l'a remarqué, mais il n'allait pas s'arrêter, car tout ce qu'il avait à faire, c'était de l'achever. Jin, réalisant qu'il n'y a plus rien à faire, se met à courir pour sauver sa vie. Mais le gars l'a rapidement rattrapé avec sa seule attaque, qui l'a immobilisé. Il s'est avéré que l'homme était également épuisé et a demandé à Jin de ne pas compliquer les choses. À ce moment-là, la même fille qui avait remarqué le sang de l'homme a demandé s'il fallait appeler une ambulance. Elle s'est présentée sous le nom de Xiaolu et a affirmé connaître un très bon hôpital. Cela a fait rire le gars, car tout le monde dans le quartier la connaissait. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de chance d'avoir des femmes qui le bousculaient toute la journée. Mais il se rendit compte qu'il avait encore du travail à faire et décida donc d'attaquer la fille en premier. Mais la jeune fille a pu repousser ce coup sans grande difficulté et s'est presque immédiatement précipitée dans la bataille comme si rien ne s'était passé. Alors qu'elle passait à côté de Jin, elle ne sentit aucun de ses super-pouvoirs, si bien qu'elle crut un instant qu'il n'était qu'une personne normale. Et il était étrange qu'elle ne puisse même pas sentir son souffle. Mais cela n'avait pas vraiment d'importance. Son partenaire serait bientôt là pour s'en occuper de toute façon, et l'homme aux cheveux bleus était sa cible. Lou lui a demandé de ne pas résister et de l'accompagner au poste de police, ce qui lui causerait moins d'ennuis, puis a déclaré qu'il aurait honte si une petite fille lui cassait les jambes et le traînait en arrière. Mais l'homme n'a pas voulu obtempérer, et il a commencé à s'enfuir, réalisant qu'il n'avait pas beaucoup de chances de gagner. La jeune fille, à son tour, ne pouvait pas le laisser partir si facilement, et elle a commencé à utiliser son pouvoir, formant un cercle rose autour du garçon. Ce cercle s'est transformé en une énorme main rose qui a attrapé le gars comme un petit insecte. Il souffrait beaucoup, mais il a tout de même essayé de résister avec sa glace, avec difficulté, mais il put se dégager de sa main en la coupant simplement avec les lames de glace qu'il avait formées sur ses mains. La fille a continué à courir après lui et a prétendu que c'était le karma, car à ce moment-là, le garçon avait coincé Jin et c'était maintenant son tour. Lou a trouvé sa mission trop facile et s'est demandé si elle pouvait la prolonger de quelques jours. Et à ce moment-là, 2 voitures sont arrivées, ce qui n'était pas un bon signe. Des gens sont sortis des voitures avec des armes. Et Lou savait que c'était grave, alors elle s'est défendue. Les gens lui tiraient dessus avec des fusils d'assaut, mais elle a pu utiliser une technique de défense à l'avance et s'est sauvée des balles. Cette défense ressemblait à un grand monstre qui avait une structure particulière, ressemblant à plusieurs animaux à la fois, et tandis que la fille n'avait rien d'autre à faire que de se défendre, le type lui a dit au revoir et a commencé à monter dans l'une des voitures. Lou n'a pas l'intention de le laisser partir, elle tente donc d'attaquer en utilisant la même technique. Mais les hommes n'ont pas les mains vides
et décide qu'il est temps d'utiliser des grenades. Elle ne pouvait pas s'attendre à une telle chose. Elle a donc été surprise. Et un instant plus tard, il y a eu une très forte explosion dans le voisinage. La jeune fille a lutté pour contenir les flammes de l'explosion. Une personne forte comme elle pouvait le faire, mais même ainsi, c'était assez difficile pour elle. Et lorsque Lou a complètement dissipé l'explosion, ils sont déjà partis, et l'homme qui enquêtait avec elle est arrivé en courant. Elle a affirmé qu'elle allait parfaitement bien, et lui a demandé s'il avait mis en place des barrières magiques pour empêcher les citoyens de se mettre en danger. Elle était très en colère que ces personnes osent tirer près de maisons résidentielles comme si de rien n'était. Mais l'homme tente de la rassurer en lui disant qu'il a demandé au QG d'utiliser un système de repérage par satellite et que, cette fois, ils seront sûrs de retrouver le gang des ténèbres. Mais Lou a estimé que le suivi par satellite serait tout simplement inutile dans cette situation, parce que cette organisation dispose d'une technologie de pointe et que de nombreux pays la soutiennent. L'homme est surpris qu'elle en sache autant sur eux, mais ce n'est pas tout. Elle lui explique qu'elle a déjà été en contact avec eux et qu'il s'agit d'un groupe de fous qui appellent leur chef le directeur. Puis elle s'est souvenue de Jean, ce qui l'a amené à se demander si quelqu'un avait été envoyé pour s'occuper de lui, parce qu'il pourrait être une piste pour leur chef adjoint, Liu Jing. Mais il s'est avéré que lorsque l'homme a couru vers elle, il n'a vu personne sur son chemin. Lou s'en étonna, car le fait qu'il soit parti signifiait qu'il s'était échappé pour une raison ou une autre. Mais elle se souvint de son apparence, car elle s'était d'abord doutée de quelque chose. À ce moment-là, Jean était épuisé, mais il a continué à marcher le plus loin possible de cet endroit. Il réfléchit à ce qui s'est passé pendant ces 3 années, au fait que les choses ont tellement changé. Mais la seule chose qu'il a décidé, c'est qu'il ne peut pas mourir sans l'avoir découvert. Alors il veut le découvrir. Nous passons maintenant à Mei Mei, qui était chez son amie et lui demandait de l'aide. Mais cette fille commença à se comporter avec arrogance, prétendant être un Bartholomei Karuchitan ou simplement un rocher noir. Et pour cette raison, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait une personne telle que Mei Mei comme amie. Ce n'était pas la première fois que Mei Mei le rencontrait. Aussi inclina-t-elle la tête et s'adressant à lui comme à une reine, elle affirma que c'était la première demande de toute sa vie et qu'elle espérait que le rocher noir daignerait l'exaucer. Après réflexion, elle accepte, réalisant que sa situation risque de lui attirer des ennuis. Elle a commencé à rechercher des informations et s'est rendue compte qu'à en juger par tous les cas similaires survenus au cours des 6 derniers mois, ces problèmes et l'enlèvement de Mei Mei n'avaient probablement aucun lien entre eux, après quoi elle a demandé à voir les statistiques. Mais les statistiques ont fait pleurer Mei, qui a donc demandé un bref récapitulatif. L'un commence à évoquer les crimes commis ces dernières années dans la région, dont l'enlèvement et le meurtre de Mei. Dans ce district également, le taux d'accident est 55% plus élevé que dans le reste du district et, à première vue, les sites d'accidents semblent être situés au hasard, mais ils sont radicaux. Mei Mei n'a pas tout de suite compris de quoi elle parlait, mais elle a lentement commencé à deviner, comme l'a expliqué Lynn, s'il s'agissait de CAS identiques, il devrait probablement y avoir un maniaque au milieu, mais il n'y avait pas que des meurtres. Il y avait aussi des enlèvements et des vols. Donc, il y avait un gang ou même une bande dans le quartier. Et Mei se rend compte que le combat de Jean et son enlèvement ressemblent à tous les autres CS qui l'ont précédé. Mais elle ne comprend toujours pas pourquoi c'est à elle qu'il est échu. À ce stade, Lynn se demandait si Mei avait rencontré quelque chose d'étrange dernièrement. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rencontré personne d'autre que Jean, qui était arrivé chez elle à l'improviste hier, parce que les examens approchaient et qu'elle n'avait jamais été ailleurs qu'à l'école et à la maison. Lynn a trouvé cela étrange aussi, mais a réalisé que tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de trouver Jean qui avait disparu. Mais a mentionné que Lynn elle-même avait déclaré que leurs affaires n'étaient pas liées. Elle l'a confirmé, mais elle n'a pas dit qu'il s'agissait d'une affaire de gang. L'un a recommencé à expliquer
que les factions sont comme des animaux sauvages. Elles se sentent plus fortes sur leur propre territoire, et s'il y a vraiment une faction dans cette région, alors les incidents dans lesquels ils se sont retrouvés sont probablement liés à elle. May était très heureuse d'avoir quelqu'un sur qui compter, mais Lynn ne l'aimait pas beaucoup elle-même. Elle a également décidé de voir si l'un pouvait utiliser le logiciel pour trouver le groupe. Mais il s'avère que la falsification du système de surveillance est contraire à la loi, et elle est maintenant prête à mettre son ami en danger pour l'amour d'un étranger. Mais May était très sérieuse. Elle a donc serré à nouveau son ami dans ses bras et lui a demandé de l'aide pour faire face à la situation. De telles étreintes étaient très embarrassantes pour l'un, d'autant plus qu'elle ne pouvait pas respirer à ce moment-là. Malgré cela, elle a accepté et a décidé de regarder les images de vidéosurveillance à proximité. May a décidé qu'il était temps pour elle de se reposer, mais a demandé à Lan de le réveiller au CA où elle trouverait quelque chose. Alors qu'elle s'endort lentement, elle se demande si Jin va bien et dans quel état il se trouve après le combat. À un moment donné, Lin a commencé à crier à May de se réveiller, car Lin avait trouvé Jin et savait qu'il était blessé. May a décidé de voir si elle pouvait trouver sa position actuelle, mais il s'est avéré qu'elle n'a pu trouver qu'une position approximative. Lin a expliqué que Jin est doué pour éviter les caméras de sécurité et que, sans les caméras cachées, elle ne pense pas qu'il l'aurait trouvée. May a demandé s'il pouvait aller chercher Jin, car s'il la voyait, il se montrerait certainement, et peut-être avait-il appris quelque chose, et elle devait comprendre pourquoi elle avait été enlevée. Mais avant de partir, Lin a décidé de prendre quelques affaires dont il pourrait avoir besoin. Ils sortirent ensemble, et Lin informa son oncle qu'ils allaient se promener. L'oncle lui a immédiatement demandé si elle avait des ennuis, et lui a dit que si c'était le CA, elle n'avait qu'à le lui dire. Mais même lorsqu'elle prétendait qu'il n'y avait pas de problème, son oncle ne le croyait certainement pas. Il s'est donc rendu dans son entrepôt secret où il conservait de nombreuses armes à feu. Pour lui, les armes étaient des amis qu'il n'avait pas vus depuis très longtemps, parce qu'il n'y avait pas de raison particulière de les utiliser alors qu'ils marchaient tous les deux dans la rue, suivis sans prétention par le même oncle qui avait décidé qu'il était responsable de la mort de l'un. Jin marchait en tenant ce même panneau dans sa main et en pensant qu'à part cet endroit, il ne savait même pas où s'y abandonner. Il se rend compte qu'il n'a personne sur qui compter, qu'il est tout seul. Et si vous allez à l'hôpital, la police l'attrapera et l'interrogera sur le meurtre. Et la seule chose à laquelle il pensait était de savoir si May allait bien, sans même se rendre compte qu'en ce moment même, elle le cherchait. À ce moment-là, il a entendu sa voix et n'en a pas cru ses yeux. May était là, et pas toute seule. Elle a posé à Jin une question idiote pour savoir s'il allait bien et s'il était blessé. Il ne répondit rien, mais se mit à pleurer en souriant, car la seule personne en qui il pouvait avoir confiance l'avait trouvé. La première chose qui intéressait Jin était de savoir comment ils l'avaient trouvé, et il s'est avéré qu'ils l'ont fait grâce à une sorte de drone que Lin utilisait. Mais cela l'a rendu méfiant, car le drone était un appareil de détection. Mais May n'était pas si intéressée, et elle a soutenu qu'il devait d'abord guérir Jin. Mais il a dit qu'il n'allait nulle part, parce que c'était très dangereux, et qu'il devait partir d'ici le plus vite possible. May décide de présenter son ami, mais Jin se demande s'ils l'ont dénoncé à la police. Ils ont commencé à dire à Jin que les incidents qui leur étaient arrivés n'avaient aucun lien entre eux. L'attitude de Jin était incrédule, car non seulement elle n'était qu'une lycéenne qui avait abandonné l'école et restait tout le temps à la maison, mais elle était capable d'analyser tous les incidents et même de les trouver. Et elle disposait également d'un kit de détection, ce qui indique qu'elle est une pirate informatique de génie. Lin demande à Jin s'il sait pourquoi le groupe suit May. Elle se demande s'ils ont quelque chose en commun, car cette organisation criminelle pourrait à nouveau kidnapper May. Et si Jin pouvait lui dire ce qu'ils ont en commun, il pourrait l'empêcher à l'avance. Tout d'abord, Jin a décidé de demander à Lin si elle croyait que les gens pouvaient avoir des super pouvoirs. Il a dit qu'il y a 3 ans, il a également été kidnappé
par quelqu'un comme Mei Mei, et qu'après cela, on lui a enlevé la mémoire de l'organisation criminelle et qu'il a été transformé en un corps expérimental doté de super pouvoirs. Ils en ont été choqués, car ils pouvaient imaginer beaucoup de choses, mais pas des super pouvoirs. Jin a continué en demandant comment les officiers pouvaient ne pas savoir ce qui s'était passé il y a 3 ans. Après tout cela signifiait que cela avait quelque chose à voir avec eux, que c'était la raison pour laquelle la maison de Jin avait été brûlée, et que c'était peut-être la façon dont la police cachait la vérité. À ce moment-là, Lee a vu ce que son drone avait capturé il y a 2 heures, c'est-à-dire des images de ce qui se passait là-bas en ce moment. Mei a supposé qu'il s'agissait d'un gang criminel, mais Lin a immédiatement écarté cette option, car les explosions et les coups de feu indiquent le contraire. Et en outre, un gang n'aurait pas attrapé autant de personnes. Elle a suggéré que cette organisation criminelle avait irrité les autorités supérieures en kidnappant des gens. Jin s'est rendu compte que Lin avait du sang-froid, qu'elle était calme et que même si elle était plus jeune que lui, elle était plus forte. Jin lui demande alors de trouver la police et de demander de l'aide, tandis que lui et Mei Mei utilisent la zone pour s'enfuir le plus loin possible. Mei s'excuse d'avoir mis Lan en danger parce qu'elle ne pensait pas que cela arriverait. Mais cela ne l'a pas troublée. Cela lui a juste donné une excuse pour se montrer arrogante, affirmant que si elle n'avait pas été avec eux, ils n'auraient jamais pu s'échapper d'ici, et qu'elle a eu pitié d'eux pour leur sauver la vie. Mais au bout d'un moment, elle se rendit compte qu'elle disait tout cela devant Jin, qui était choqué par ce spectacle. Jin a décidé de faire croire que tout allait bien et a demandé à Lin et à son drone de les aider à trouver leur chemin pour sortir de l'endroit, tandis que des hommes en costume arpentaient les rues à la recherche de quelque chose avec beaucoup d'assiduité. Lin, quant à lui, était capable de trouver le chemin le plus sûr. Mais il affirmait que les 2 personnes qui se trouvaient devant ne pouvaient de toute façon pas être évitées. Mais Jin a dit qu'il s'occuperait d'eux et a ordonné à Lin et Mei d'aller de l'avant. Mais Lin l'a arrêté, parce qu'elle a vu que quelque chose d'autre avait attiré leur attention. Ils étaient sur le point de commencer à marcher, mais il y avait un homme devant eux qui leur fonçait dessus, et Jin se rendit compte que cet homme n'avait pas été filmé par les caméras de sécurité ou les drones les plus proches, ce qui signifiait qu'il était très dangereux. C'était le même oncle Yuchi du bar qui avait ramassé l'arme et suivi Lin pendant tout ce temps. Jin s'étonne que cet homme incroyable soit son oncle. L'oncle a prétendu qu'il s'inquiétait simplement pour Lee et m'a demandé de ne pas lui en vouloir. Et il s'avère que c'est lui qui a détourné l'attention des flics en faisant en quelque sorte, mais il a vu ces hommes armés et munis de radios militaires, et il a voulu savoir ce qui s'était réellement passé ici. En observant tout cela, Jin s'est rendu compte que de plus en plus de gens se lançaient dans cette activité. Mei Mei a regardé Jin, qui lui a donné la permission de tout raconter à son oncle. Après avoir tout entendu, l'oncle a affirmé qu'il ne savait pas qu'il y avait une grande organisation criminelle dans les environs et qu'il avait donc été négligent. Mais Lin se demande s'ils peuvent faire quelque chose pour aider Jin et Mei Mei. L'oncle a décidé de clarifier la question. Jin suppose-t-il simplement qu'une organisation criminelle kidnappe des adolescents pour leur faire acquérir des super pouvoirs? Ou a-t-il des preuves solides pour étayer cette hypothèse? Jin s'est rendu compte qu'il valait mieux montrer la pratique que de parler 100 fois de la théorie. Mei Mei et Lin sont choqués, car ils savent qu'il a des super pouvoirs, mais ne l'ont pas vu en personne. Cela a suffi à mon oncle, qui leur a demandé de le suivre. À l'époque, des personnes importantes étaient au téléphone, et un homme criait à son subordonné parce qu'ils avaient fait appel à tant de personnes et qu'ils n'avaient toujours pas trouvé la bonne personne. Mais cet homme pensait qu'il ne pouvait pas se tromper, car même si l'on ne savait pas comment 47 avait retrouvé son identité, mais que sa mémoire n'était pas entièrement restaurée, avec des trous de mémoire, un manque de sentiments et une méfiance à l'égard des autres, il ne pouvait toujours pas être attrapé. Il pensait qu'il ne l'avait pas capturé seulement si quelqu'un avait interféré. Mais il n'y avait aucune nouvelle de l'espion de la police,
et les gens de la 13e branche du bureau de la sécurité n'avaient pas trouvé 47, ce qui signifiait que Jin était vraiment aidé par quelqu'un. À ce moment-là, il reçoit un autre appel sur son téléphone, l'informant que le personnel technique a déclaré que quelqu'un avait piraté leur système de surveillance et que la localisation de l'intrus avait été confirmée. L'homme a ordonné que le groupe de chasseurs soit immédiatement informé et leur a dit que s'ils échouaient maintenant, il les laisserait sur la table d'opération. Il était heureux que les choses commencent à progresser par rapport à ce qu'elles étaient auparavant, et un peu excité à l'idée de commencer à opérer une fille. Le plus effrayant, c'est que cette fille était consciente et incroyablement effrayée par ceux qui étaient sur le point d'arriver à son corps. Nous passons maintenant à Jin, où son oncle les conduit en voiture, en leur disant qu'il connaît quelques indices sur une organisation dotée de super pouvoirs, et qu'il y a une organisation similaire dans la direction où ils se rendent. À ce moment-là, il a remarqué qu'il commençait à se sentir mal à l'aise, car plusieurs SUV les suivaient, et il a donc demandé à tout le monde de regarder s'il y avait des dispositifs qui pouvaient être utilisés pour les détecter. Lynn s'est rendu compte qu'elle avait laissé le drone allumé pendant tout ce temps, et qu'elle l'avait utilisé pour le pirater, et que s'il décodait le signal, il pourrait savoir dans quelle direction ils allaient. Alors elle a décidé de l'éteindre. Mais son oncle a dit qu'il était trop tard maintenant. Il leur a ordonné de sortir immédiatement et d'aller chercher de l'aide à l'endroit indiqué sur la carte de visite. Et il les rejoindra dès qu'il aura traité avec ces personnes. Jin a essayé de parler de son oncle, mais elle a prétendu qu'il était un ami proche de ses parents et un mercenaire célèbre. Et après le décès de ses parents, il s'est retiré pour s'occuper d'elle. Et les opposants actuels ne sont qu'une petite chose et ne devraient pas poser de problème. Cependant, l'association dont l'oncle Lin a dit qu'il n'en avait pas entendu parler n'était pas très loin, et ils ont donc décidé de s'y rendre. Ils ont fini par entrer dans le bâtiment et ont été accueillis par une jeune fille sympathique qui leur a demandé s'ils étaient là pour faire connaissance ou pour s'inscrire à une carte de fitness, mais ils ont vite compris. Et Jin a confirmé qu'ils étaient ici pour rencontrer Zhang, le directeur des achats. Cela l'a surprise. Mais la jeune fille est restée imperturbable et leur a demandé de la suivre. Elle a indiqué un belvédère au loin et a confirmé que le directeur Zhang s'y trouvait et qu'il était facile de l'approcher. En s'approchant, ils ont vu un homme et lui ont demandé s'il était le directeur Zhang. Il a enlevé son masque et a pensé qu'il s'agissait de représentants du service des ventes. Il a donc ordonné à Xiaomei de se rendre à la réception pour s'enregistrer, mais Jin a immédiatement refusé, expliquant que Yuchi leur avait conseillé de venir ici parce qu'il possédait un bar dans cette ville. L'homme était intéressé par ces mots. Il s'est assis et les a médités, et Jin ne comprenait pas pourquoi cet homme était si beau. Même le fait que Mei Mei et Len étaient excités le prouvait. L'homme finit par se souvenir qu'il s'agit du même Yuchi, qui était un mercenaire. L'homme s'est approché de Jin et a affirmé qu'il sentait du sang, ce qui n'a pas du tout plu à l'homme, mais il a compris qu'il devait aider. Il leur a donc demandé de le suivre et leur a dit qu'il s'occuperait d'abord des blessures de Jin. Après avoir examiné la blessure, il a déclaré que les soins d'urgence étaient plutôt bons. Jin dit que c'est grâce à Yuchi, et l'infirmière lui demande ce qui lui a fait si mal, car ses blessures sont un peu étranges et pas très ordinaires. Il lui a dit qu'il avait été blessé par des pics de glace inhabituels, mais elle n'a pas été surprise, ce qui a rendu Jin un peu méfiant, et lui a demandé de ne pas bouger son épaule pour rien, et de prendre des antibiotiques à temps. Et seulement alors, il guérirait en 2 semaines, mais la cicatrice resterait. Jen a remercié le médecin pour son aide et a décidé de s'en aller car ils avaient beaucoup à faire. L'homme l'a également remercié et a ordonné à tout le monde de le suivre. Au bout d'un moment, ils sont arrivés à un endroit où il n'y avait personne, et il a voulu savoir ce qui s'était réellement passé. Et même l'ancien mercenaire Yuchi n'a pas pu résoudre le problème et les a envoyés vers lui. Ils sont d'abord restés silencieux, mais Lin a affirmé que Yuchi lui faisait confiance
sans compter qu'il n'avait pas d'autre choix maintenant. Jin décide d'abord de demander à Zhang s'il croit au super-pouvoir. Mais cela n'a pas surpris Zhang le moins du monde. Et il a montré ses capacités en créant de l'électricité dans sa main. Montrant sa capacité, il a demandé si c'était de cela que Jin parlait. Lin et Mei ont compris que l'oncle de Yuchi avait trouvé la bonne personne puisqu'il possédait lui aussi de tels pouvoirs. Lorsqu'ils se sont assurés qu'il était lui aussi au courant, il a demandé s'il pouvait lui raconter toute l'histoire. À ce moment-là, un homme s'est approché des personnes sérieuses et leur a demandé s'ils avaient attrapé les personnes qui avaient piraté les caméras. L'homme aux lunettes a confirmé qu'il l'avait arrêté et son identité a été confirmée. Ils ont découvert que son nom de code était Loup Solitaire et qu'il était un ancien mercenaire qui avait des contacts avec 47 et 3. L'homme a commencé à se préparer, affirmant qu'il perdait trop de temps pour un mercenaire à la retraite. Le type aux lunettes a compris que la tête allait se battre et l'a averti que ce mercenaire n'était pas un homme ordinaire, mais il a simplement ordonné à tout le monde de s'écarter. Puis il a couru jusqu'à la clôture métallique et l'a brisée avec son corps. Et c'est à ce moment-là que de nombreux coups durs ont commencé à le frapper. Il y a eu beaucoup de balles qui ont rebondi sur son corps, ce qui n'est pas le cas d'une personne normale. Et il affirmait qu'avec un petit pistolet, un mercenaire ne pourrait jamais vaincre un surhomme. À ce moment-là, Zhang a affirmé qu'il voulait leur montrer une vidéo qui pourrait changer leur avenir pour toujours, et que s'ils voulaient se retirer, c'était le moment de le faire. Jin n'avait pas le choix, mais Mei voulait connaître la raison de son enlèvement surprise et ne voulait pas que ses parents s'inquiètent. Et Lin était juste très curieuse. Zhang s'en moque, il demande seulement à ne pas regretter sa décision plus tard. Il a allumé le projecteur et a commencé à nous expliquer que les super-pouvoirs et la magie existaient dans ce monde depuis l'Antiquité. Mais Mei s'est ensuite demandé pourquoi personne n'était au courant. Zhang a expliqué que les super-pouvoirs et la magie ont existé par intermittence tout au long de l'histoire. La civilisation humaine et la science progressant constamment, ils sont devenus de plus en plus importants et courants, et les capacités inhabituelles et les magiciens disparaissaient et réapparaissaient sans cesse. À l'ère de l'éveil des surhommes, les personnes qui étudient tout cela ont mis en avant leurs capacités individuelles. Dans le même temps, de nombreuses institutions et religions influentes ont commencé à émerger, telles que les totems, les croyances en Amérique et le vaudou en Afrique, le shamisen en Inde et la mythologie de leur pays et le taoïsme, et le christianisme en Europe, mais à la fin du siècle dernier, il n'y avait plus de surhommes ni d'autres miracles, si bien que cela a fini par devenir des mythes, et seule une petite poignée de personnes attachées à leurs croyances a continué à croire aux super-pouvoirs. L'ère des superpuissances doit avoir certaines règles, et Maître Zhang prétendait que leur époque était une période de prospérité, mais qu'elle n'avait pas encore atteint son apogée. La science et la technologie moderne étant supérieures aux surhommes, la plupart des capacités ne seront pas imposées aux citoyens ordinaires. La plupart des surhommes aideront les organisations respectives qui leur accorderont la liberté, et certains surhommes travailleront directement pour CS Organisation. La lumière est toujours accompagnée de l'obscurité, de sorte que certains surhommes peuvent utiliser leurs capacités pour causer beaucoup d'ennuis, voler de l'argent pour leurs propres désirs égoïstes, et même attaquer des gens ordinaires à la recherche de profit et de gains. Jin se demande si le gang qu'ils ont rencontré est la même organisation surhumaine. Cependant, Zhang, après avoir écouté ce que Jin avait dit plus tôt, s'est souvenu d'une organisation avec un style de travail très similaire. Et même si cette organisation a fait beaucoup de mal aux gens ordinaires et à la société d'aujourd'hui, son objectif n'est pas du tout l'argent ou le profit. Ils s'appellent eux-mêmes vice-rois de Dieu, comme une organisation de fous, tandis que mon oncle se battait contre cet homme incroyablement fort qui était à la tête de cette organisation. L'homme a affirmé qu'avec un tel pistolet sans valeur, son oncle ne pourrait jamais le battre. Il commença à argumenter que son oncle, ancien mercenaire, était vraiment fort,
Mais il ne devait pas oublier qu'il n'avait pas affaire à un homme ordinaire. Cet homme s'appelle Wang Han et travaille aujourd'hui pour une grande entreprise. Et il prétendait que l'oncle serait assez fort pour rejoindre les gardes de leur compagnie. L'homme a seulement demandé à garder CS2-là, c'est-à-dire Jin et Mei Mei, car il n'avait rien à voir avec lui. C'est alors que 2 balles sont venues se loger directement dans le front de l'homme, qui s'est alors rendu compte qu'il ne restait plus qu'une balle à l'oncle. Il a commencé à dire que les anciens mercenaires qui ont combattu dans des pays déchirés par la guerre gardaient toujours leur dernière balle sur eux parce qu'ils ne voulaient pas être capturés et torturés. Et il espère donc que son oncle n'a pas cette habitude. L'oncle voulait savoir ce que l'homme avait utilisé pour arrêter les balles, et il a supposé que cet homme était surhumain. Il a commencé à expliquer qu'il n'en savait pas grand-chose non plus, mais que les gens qui lui avaient donné cette capacité l'appelaient la lecture de l'esprit, la fluidité, et que c'était en fait assez inefficace. Juste une petite armure intellectuelle à l'épreuve des balles. Le mercenaire a été surpris d'apprendre que ces pouvoirs lui avaient été donnés par certaines personnes. L'homme affirme que son oncle a quitté le monde souterrain depuis trop longtemps et que s'il s'était un peu familiarisé avec les informations sur les mercenaires au cours des dernières années, il ne poserait pas de questions aussi stupides en ce moment. Il était également mercenaire et à l'époque, il appartenait à un groupe de mercenaires de la Côte d'Ivoire appelé Sanferé. Et la plupart de ses partenaires étaient des soldats à la retraite de différents pays, des forces spéciales, des espions, etc. Aucun d'entre eux n'avait beaucoup d'argent, mais cet homme pense que son oncle a compris que, comme les gens comme eux ne peuvent pas quitter le champ de bataille, la guerre civile dans une république africaine est l'endroit idéal pour s'amuser. Il ne croyait même pas que des compétences de combat aiguisées pouvaient perdre face à une capacité minuscule et insignifiante. Mais une fois que son idéologie a été complètement brisée par une seule situation, 10 ans se sont écoulés depuis que leur groupe de mercenaires a été chargé de protéger un chef de tribu. Ce jour-là, ils rencontrent un surhomme qui utilise la magie du vent. De nombreux soldats tiraient sur un homme qui flottait dans les airs comme si de rien n'était. Toutes leurs attaques ont été bloquées sans grande difficulté par une magie du vent assez puissante. Ils n'ont même pas pu esquiver les pales du moulin à vent de l'homme. Cet homme était un monstre qui se moquait des armes, quel que soit leur calibre. Il crée des courants de vent de plus en plus puissants, qui deviennent son arme de prédilection. Les combinaisons par balles ne servent à rien. Les lames de vent les transpercent comme de la viande sous le couteau d'un boucher. À l'apogée des Sanferé, leur groupe comptait plus de 200 membres. En comptant le capitaine et son adjoint, plus d'une centaine d'hommes de cette mission sont morts. Mais après cette nuit-là, seuls 28 ont survécu. Ils se sont enfuis hors de leur base et il a été parmi les plus chanceux. L'oncle a demandé s'ils avaient échoué dans cette tâche, mais l'homme a répondu qu'il l'avait terminée et que le chef de tribu était toujours en vie. Et le surhomme maniant le vent a été détruit, bien qu'à un prix élevé. À cette époque, Zhang discute avec Jin et il se demande quel est le véritable objectif des vice-rois de Dieu. Il s'avère qu'ils sont apparus il y a environ 60 ans, mais le monde ne sait rien d'eux, de leur créateur, de leur base, de leurs principaux membres, rien n'est inconnu, si ce n'est qu'ils ont infiltré les organisations mondiales. Ils prétendent qu'en acquérant des super-pouvoirs, les humains peuvent devenir une forme de vie supérieure, ou plutôt des dieux. Mei Mei et Lin n'arrivaient pas à croire qu'il était possible de transformer des humains en dieux. Et Zhang a dit que c'était vraiment impossible, parce que les surhommes étaient à l'origine peu nombreux, et que les personnes ayant un bon potentiel étaient encore moins nombreuses. Parmi eux, ceux qui s'étaient éveillés, seulement 1 sur 10 pouvaient pratiquer avec succès leur pouvoir. Même si quelqu'un s'est éveillé, il a seulement plus de force que les gens normaux, ou une meilleure régénération, ou les 5 sens sont plus aiguisés que les gens normaux, même les gens dont les cheveux poussent plus vite. Sur 9 milliards d'humains, seuls quelques-uns peuvent être vraiment forts.
Et si le vice-roi veut créer un surhomme fort semblable à un dieu, cela n'a aucun sens. Et peut-être qu'au cours de centaines de milliers d'années, le plan des vice-rois a changé pour s'adapter à la technologie humaine. Mais Jin s'est demandé pourquoi l'organisation des vice-rois existait encore. Il s'est avéré que c'est parce qu'ils ne veulent pas abandonner et que les mesures qu'ils prennent pour atteindre leurs objectifs sont de plus en plus radicales. Ils ont enlevé des surhommes faibles et sans pouvoir dans le monde entier et ont fait des expériences sur eux. Grâce à la structure corporelle de ces surhommes, ils ont recherché l'origine des super-pouvoirs. Dans le même temps, ils s'attaquaient continuellement aux grandes organisations influentes et aux temples religieux, s'emparant de leurs compétences en matière de culture et tentant de trouver un moyen pour les gens ordinaires de s'améliorer. Mais Mei et Lin ne comprenaient pas, car en agissant ainsi, ils se faisaient des ennemis sous la forme de grands gouvernements dans le monde entier. Et Zhang soutenait que c'était étrange, car les vice-rois cherchaient toujours à mourir, mais tant qu'ils étaient sains et saufs, c'était la mort qui les attendait. Mais prétend que c'est parce que leur localisation est hautement confidentielle et qu'ils n'ont jamais été retrouvés. Mais Jin pense que c'est impossible. Après tout, si une personne a fait quelque chose de mal, elle a forcément laissé des traces. Et d'ailleurs, les vice-rois qui rencontrent des surhommes laissent des indices derrière eux. Zhang a affirmé que même si les vice-rois du dieu appartiennent à une organisation secrète, leur pouvoir de destruction est très grand et aucun pays ni aucune société surhumaine ne tolérerait une telle liberté de la part des terroristes, qui ne sont d'ailleurs pas si difficiles à trouver après une collecte minutieuse d'informations. Sauf qu'à chaque fois que l'organisation des vice-rois a été détruite par quelqu'un, elle a été rétablie en très peu de temps. C'est pourquoi elle existe encore, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont beaucoup de pouvoir politique ou économique, et la plupart d'entre eux sont des gens ordinaires. Ces gens soutiennent les vice-rois, même si les vice-rois ne peuvent pas transformer tous les gens en surhommes, mais avec des expériences, ils ont obtenu de petits résultats, comme la transplantation d'organes de surhommes appropriés dans des personnes ordinaires, pour leur donner le niveau suivant de super-pouvoir, ou l'extraction de la quintessence de vie du corps d'un artiste en bonne forme physique, puis son injection dans des personnes ordinaires pour améliorer leur capacité physique, ainsi que la prolongation de la vie, précisément parce que CS riches et politiciens égoïstes et puissants les soutiennent, qu'ils ont reçu des subventions, de sorte que les vice-rois sont difficiles à détruire. Ils sont comme l'herbe qui pousse sans relâche et qui, lorsqu'on la coupe, devient de plus en plus grande. Mei se tourne vers Zhang et lui demande si son professeur fait également partie de l'organisation des surhommes. Il lui explique que le chef de l'association de sécurité du Dongyangzi est bien son maître, mais que Ping Anhui n'est pas du tout son maître. L'association de sécurité a été officiellement enregistrée auprès de l'institution compétente et appartient à une organisation civile. Les membres de cette organisation sont des cultivateurs tels que son maître et d'autres personnes qui se sont éveillées naturellement, mais ils ressemblent plutôt à une grande famille de surhommes. C'est alors que Jin a décidé de demander quel genre de travail l'association pour la sécurité fait exactement. Comme il l'a expliqué, leur champ d'action est limité à Liujing et à d'autres régions environnantes. Ils sont chargés de guider et d'aider les surhommes qui se sont éveillés pour la première fois, ainsi que d'arbitrer les conflits entre les surhommes. Lorsque Li a entendu cela, elle a demandé s'il pouvait adhérer à l'association de sécurité. Mais comme l'a expliqué Zhang, tous les membres de l'association de sécurité sont des surhommes. Ils respectent les lois et les règles et espèrent vivre la vie des gens ordinaires. Donc, tant que l'innocence de Jin n'est pas confirmée, il ne peut pas être accepté, et une fois ce problème résolu, il ferait mieux de ne pas rejoindre le monde des surhommes afin de ne pas causer d'ennuis à eux-mêmes et à leur famille. Mais Jin
s'est demandé si l'association de sécurité l'aiderait quand même s'il n'adhérait pas à l'association. Et il s'est avéré que oui, mais qu'il valait mieux ne pas aller où que ce soit, et que c'était la seule façon pour l'association de sécurité de garantir sa sécurité. De plus, Jin doit tester son super pouvoir, car ce n'est qu'en améliorant son super pouvoir qu'il pourra se protéger. Il était intéressé par le test de superpuissance. L'homme poursuit en disant que l'arrogance de ce surhomme l'a tué, que les bras et les jambes de leur capitaine ont été coupés et que beaucoup de sang a été versé, mais en faisant semblant d'être mort, il a trompé ce surhomme. Et lorsqu'il s'est approché, le capitaine a fait exploser une mine antipersonnelle. Et à la fin, ils sont morts ensemble. Leur capitaine a fait ce qu'un vrai homme aurait fait. Le mercenaire le pense aussi, et l'homme affirme que c'est un acte qui le rend fier, parce qu'il est un homme ordinaire, capable de mourir avec un surhomme. Mais à quoi bon? Car cette nuit-là, des membres haut placés du Sand Ferret ont été tués. Et un demi-mois plus tard, le Sand Ferret a été officiellement dissous et retiré du monde des mercenaires. Et tout cela a été fait par un seul surhumain. Et depuis, sa vision du monde a été bouleversée. Le corps humain est trop fragile pour supporter la volonté et le pouvoir spirituel des soldats, qui n'ont donc besoin que de capacités spéciales, telles que la superforce. Mais mon oncle ne comprenait toujours pas pourquoi il s'était trahi et avait acquis ses pouvoirs. Et l'homme a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une trahison de soi, car les soldats devaient à l'origine n'épargner aucune dépense pour le bien d'autrui. En outre, il admire beaucoup l'objectif de l'organisation, et ce sont des armes mortelles. Elles n'ont pas le droit d'être jugées, mais il a décidé qu'il était temps de raconter des conneries, car d'après son enquête, leur cible n'avait rien à voir avec lui, car l'oncle avait déjà fait ses adieux au champ de bataille, et l'homme lui a donc demandé de ne pas causer d'ennui, et de lui dire où se trouvaient Jin et Mei Mei en bonne et due forme.